Et bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille aujourd'hui sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, aujourd'hui, et si on lisait les contes de Hans Christian Andersen, c'est notre quatrième live sur ce recueil de contes. Nous lirons aujourd'hui les contes suivants: Le Rossignol, Le Vilain Petit Canard et Le Sapin. On va pas se mytho, Le Vilain Petit Canard, certainement l'un des contes les plus connus d'Andersen, je pense. Le Rossignol, assez connu aussi, je crois savoir qu'il a aussi pour titre parfois Le Rossignol et l'Empereur. Et enfin Le Sapin, pour le coup, inconnu au bataillon pour ma part, mais j'ai hâte de découvrir ces contes, de les lire ou relire, parce que je sais même pas si je les ai déjà lus dans ma jeunesse. Ils sont connus et reconnus, mais je sais pas si je les ai déjà lus moi-même. Bref, en tout cas, comme d'habitude, si vous me regardez en rediffusion sur YouTube, n'hésitez pas à checker la barre de lecture de la vidéo ainsi que la description de la vidéo. Il s'y trouve des timecodes qui vous permettront de passer l'introduction, de passer les pauses dans ma lecture si j'en fais toutefois, et d'aller directement au conte qui vous intéresse. Ça sera le dernier live sur les contes d'Andersen pour le moment, pour l'instant, puisque je vous en avais parlé, j'ai envie de découper cette lecture en plusieurs petits bouts au fil de l'année. Comme ça va nous faire des petites respirations de contes merveilleux, entre des lectures un peu plus balèzes. Donc voilà, là on en est à 4 lives. Je pense m'arrêter aujourd'hui avant d'enchaîner avec une lecture qui sera Érec et Énide, écrit par Chrétien de Troyes. Donc du coup, Chrétien de Troyes, c'est une des versions de la légende arthurienne. Donc on va partir sur de la chevalerie. Traduit par André Marie, si je ne dis pas de bêtises. Bref, on en reparlera quand le temps viendra. Et puis, fort de la bonne résolution que j'ai prise la semaine dernière, n'est-ce pas? Je vais essayer de poursuivre au rythme de un live minimum par semaine. Nous sommes samedi, la semaine n'est pas terminée, je fais un live. Ouf, j'ai rempli le contrat. La semaine prochaine, je sais pas trop quand ça pourra avoir lieu, mais je vous tiendrai au courant sur les réseaux comme d'habitude de toute façon. Facebook, Twitter, Discord, ce sont les 3 endroits où je vous tiens au courant quand je pars en live. Et si vous me suivez sur Discord, là, c'est là où je suis le plus actif en fait. Et c'est là que je vais parfois vous dire en avance que je vais partir en live. Hem, voilà, je pense avoir fait à peu près le tour des infos que je voulais vous donner. Je travaille toujours sur le projet secret, mais j'en dis toujours pas plus. Je vous ai un peu parlé du projet secret, lors du live précédent et apparemment ça a titillé la curiosité de quelques-uns. Je n'en dis pas plus, à part ce que j'ai dit de plus sur le Discord, à moins que ce soit une exclue Discord, à moins que j'adore ce projet et du coup j'ai vraiment trop envie d'en parler et en même temps il faudrait pas en parler parce que c'est pas bien de parler d'un projet qui risque de potentiellement pas se faire, et tutti quanti. Je vais juste te dire ce que j'ai dit sur Discord, sans trop m'avancer davantage. C'est déjà pas bien. C'est déjà pas bien de dire ça, parce que du coup, je suis en train de faire du teasing d'un truc qui verra peut-être le jour dans 3 ans, dans 10 ans, ou jamais. Euh, mais je travaille sur un projet en ce moment qui aurait lien au monde du jeu de rôle. Voilà, j'en dis pas plus. J'en dis pas plus. Si, j'en dis un tout petit peu plus, par rapport, à une réponse que j'ai eue sur Discord de quelqu'un qui me disait qu'elle serait partante pour, assister à des parties en live. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. J'ai fait des lives, de jeux de rôle, fut un temps sur la chaîne, Les Terres Hostiles, que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube en rediffusion. Il y avait eu que 2 épisodes, malheureusement. Et puis j'avais participé aussi au jeu de rôle The Twitcher, si ma mémoire est bonne, c'était le nom. The Twitcher sur la chaîne de l'ami Cora à l'époque. Donc oui, j'ai fait un peu de jeu de rôle en live. Spoiler, pour ce projet, ça ne sera pas l'idée. Ça ne sera pas l'idée que de faire du jeu de rôle en live. C'est un projet tout à fait différent, mais en lien avec le jeu de rôle, dont je vous parlerai plus en détail si cela se concrétise un peu davantage.
Même si, pour le moment, j'y travaille assez régulièrement et j'aime bien le rythme auquel ça avance. Je prends du plaisir à faire ça. On est une petite équipe à travailler dessus, je ne suis pas tout seul, nous sommes 3 et c'est vraiment très plaisant. Voili, voilou. Le mec qui voulait pas en dire trop, qui finalement glisse plein de petites infos comme ça. Je vous invite à vaquer à vos occupations en toute quiétude tandis que vous m'écoutez, à prendre à manger, à boire. Je vous souhaite santé à tous et à toutes. Et je vous l'espère, euh, une lecture à venir qui vous sera des plus agréables, n'est-ce pas? On se lance tout de suite avec le premier conte du jour, sachant que on a un nombre de pages à peu près équivalent au live précédent. Le live précédent avait duré 1h20, il me semble, mais après je crois que j'avais beaucoup parlé en intro et tout, enfin bon bref. Mais du coup, là j'ai peur que ça dure un chouïa plus, et du coup, bref, du coup je me tais et j'arrête d'hésiter dans chacune de mes phrases. Je vais tracer pour aller à la lecture, et je pense ne pas faire de pause, enchaîner les 3 contes. On est tipar, setup lecture. Bonne écoute à tous, que vous me regardiez en live sur Twitch ou en rediffusion sur YouTube. À dans quelques minutes pour la pause s'il y en a une, ou l'outro s'il n'y en a pas. À tout à l'heure. Le rossignol. Vous savez bien qu'en Chine, l'empereur est chinois, et tous ceux qu'il a autour de lui sont chinois. L'histoire est fort ancienne, mais c'est précisément pourquoi il vaut la peine de l'écouter avant qu'elle soit oubliée. Le château de l'empereur était le plus magnifique du monde, entièrement en porcelaine fine, si précieuse mais si fragile, et que l'on ne peut toucher sans grande précaution. Dans le jardin, on voyait les fleurs les plus merveilleuses, et aux plus magnifiques étaient attachées des clochettes d'argent qui sonnaient, afin que l'on ne passât pas sans remarquer la fleur. Oui, tout dans le jardin de l'empereur était calculé, et il s'étendait si loin que le jardinier lui-même n'en connaissait pas le bout. Si l'on continuait à marcher, on arrivait dans une forêt ravissante avec de grands arbres et des lacs profonds. La forêt descendait jusqu'à la mer, qui était bleue et profonde. De grands vaisseaux pouvaient s'avancer jusque sous les branches, et dans ces branches habitait un rossignol, qui chantait avec un tel charme que même le pauvre pêcheur, qui avait bien autre chose à faire, demeurait immobile à écouter, lorsqu'il était dehors, la nuit, pour tirer ses filets, et qu'il entendait le rossignol. Bon Dieu, que c'est beau, disait-il. Mais il devait s'occuper de sa besogne et oublier l'oiseau. Pourtant, la nuit suivante, quand le rossignol chantait de nouveau et que le pêcheur était revenu, celui-ci disait encore Bon Dieu, que c'est beau. De tous les pays du monde venaient des voyageurs visiter la ville de l'empereur. Et ils admiraient la ville, le château et le jardin. Mais quand ils entendaient le rossignol, tous ils disaient Voilà tout de même ce qui est le mieux. Et les voyageurs en parlaient à leur retour, et les savants écrivirent de nombreux livres sur la ville, le château et le jardin. Mais ils n'oublièrent pas le rossignol, et le mirent au-dessus de tout le reste. Et ceux qui savaient écrire des vers composèrent des poèmes exquis, tous sur le rossignol de la forêt sise au bord de la mer profonde. Ces livres parcoururent le monde, et plusieurs parvinrent jusqu'à l'empereur. Assis sur son fauteuil d'or, il lisait indéfiniment, approuvé de la tête à chaque instant, car il avait plaisir à lire les superbes descriptions de la ville, du château et du jardin. Mais le rossignol est tout de même ce qui est le mieux, disait le livre. Qu'est-ce que c'est que ça dit l'empereur. Le rossignol Je ne le connais pas du tout. Existe-t-il un pareil oiseau dans mon empire et dans mon jardin par-dessus le marché? Jamais je n'en ai entendu parler. Dire qu'on peut apprendre un tel fait par la lecture. Et il fit venir son chevalier d'honneur, homme si distingué que si quelqu'un, d'une condition inférieure à la sienne, osait lui adresser la parole ou poser une question, il répondait seulement Paix, ce qui ne signifie rien. Il paraît qu'il y a ici un très merveilleux oiseau qui s'appelle Rossignol, dit l'empereur. On dit que c'est ce qu'il y a de mieux dans mon grand empire.
Pourquoi ne m'en a-t-on jamais rien dit ?»« Je ne l'ai jamais entendu nommer, dit le chevalier. Il n'a jamais été présenté à la cour. Je veux qu'il vienne ici ce soir et chante devant moi, dit l'empereur. Le monde entier sait ce que j'ai, et moi je ne le sais pas. Je ne l'ai jamais entendu nommer, dit le chevalier. Je le chercherai, je le trouverai. Mais où pouvait-on le trouver ? Le chevalier monta et descendit en hâte tous les escaliers, traversa les salles et les couloirs. Il ne rencontra personne qui eût entendu parler du rossignol, et le chevalier retourna auprès de l'empereur et dit que cela devait être sûrement une fable inventée par les gens qui écrivent des livres. Votre Majesté impériale ne doit pas croire à ce que l'on écrit. Ce sont des fantaisies que l'on appelle la magie noire. Mais le livre où je l'ai lu, dit l'empereur, m'a été envoyé par le puissant empereur du Japon. Cela ne peut donc pas être faux. Je veux entendre le rossignol. Il faut qu'il soit ici ce soir. Je lui accorde mes plus hautes faveurs, et s'il ne vient pas, toute la cour recevra des coups sur le ventre après le dîner. Tsing-pe, dit le chevalier. Et de nouveau, il monta et descendit en hâte tous les escaliers, traversa les salles et les couloirs, et la moitié des courtisans coururent avec lui, car ils voulaient éviter de recevoir des coups sur le ventre. Il s'enquérait partout du merveilleux rossignol, qui était connu du monde entier, mais de personne à la cour. Enfin, ils rencontrèrent une pauvre petite fille à la cuisine qui dit « Oh Dieu, le rossignol, je le connais bien. Ah oui qu'il sait chanter. Tous les soirs, on me permet de porter quelques restes de la table à ma mère malade, qui habite sur la côte. Et quand je reviens, je suis lasse et me repose dans la forêt, et j'écoute le chant du rossignol. Et j'en ai les larmes aux yeux, et comme si ma mère me donnait un baiser. C'est comme si ma mère me donnait un baiser. » Petite aide de cuisine, dit le chevalier, je vous donnerai une charge de titulaire à la cuisine et le droit de voir manger l'empereur si vous nous conduisez au rossignol, car il est convoqué pour ce soir. Et ils s'en allèrent dans la forêt où le rossignol avait l'habitude de chanter. La moitié de la cour en était. En route, une vache se mit à beugler. « Oh !» dit l'un des gentilshommes de la cour. « Le voilà. C'est curieux, la force que possède un si petit animal. Je l'ai entendu déjà sûrement. »« Non, ce sont les vaches qui beuglent, » dit la petite aide de cuisine. « Nous sommes encore loin de l'endroit. » Les grenouilles coassèrent dans le marais. « Charmant, » dit le chapelain chinois du château. « Je l'entends maintenant, c'est comme de petites cloches d'église. »« Non, ce sont les grenouilles, » dit la petite aide de cuisine. « Mais je crois que nous ne tarderons pas à l'entendre. » Et le rossignol se mit à chanter. « Le voilà, » dit la fillette. « Écoutez, écoutez, il est là. » Et elle désigna un petit oiseau gris dans les branches. « Est-il possible ?» dit le chevalier. « Je ne me le serais jamais représenté ainsi. Quel air commun il a. Sans doute il a perdu sa couleur à voir tant de gens de haut rang qui viennent le voir. »« Petit rossignol !» cria très haut la petite aide de cuisine. « Notre gracieux empereur voudrait que tu chantes pour lui. »« Avec le plus grand plaisir, » dit le rossignol, et il chanta d'une façon ravissante. « C'est comme des clochettes de verre, » dit le chevalier, « et regardez-moi son petit gosier, comme il s'agite. C'est singulier que nous ne l'ayons jamais entendu d'encore. Il aura un grand succès à la cour. »« Faut-il que je chante encore une fois pour l'empereur » demanda le rossignol, qui croyait que l'empereur était là. « Mon excellent petit rossignol, » dit le chevalier, « j'ai grande joie à vous convoquer à une fête de la cour ce soir, où vous ravirez sa haute majesté impériale par vos chants délicieux. »« La verdure est ce qui leur convient le mieux, » dit le rossignol, mais il consentit volontiers à venir, puisque l'empereur le désirait. On procéda au grand nettoyage du château. Murs et sols, qui étaient en porcelaine, brillaient à la lumière de milliers de lampes. Les plus jolies fleurs, aux clochettes sonnantes, étaient placées dans les couloirs. On courait, il y avait des courants d'air, et toutes les pendules se mirent justement à sonner. On ne pouvait s'entendre. Au milieu de la grande salle où était assis l'empereur, on avait disposé un perchoir d'or où devait se placer le rossignol. Toute la cour était là, et l'on avait permis à la petite aide de cuisine de se tenir derrière la porte maintenant qu'elle avait le titre de vraie cuisinière. Tout le monde avait revêtu ses plus beaux atours, et tout le monde regardait le petit oiseau gris à qui l'empereur faisait des signes de tête. Et le rossignol chanta si bien que l'empereur en eut les larmes aux yeux.
Les pleurs lui coulaient sur les joues, et alors le rossignol chanta encore mieux. Son chant vous prenait au cœur. Et l'empereur fut enchanté. Il dit que le rossignol aurait sa pantoufle d'or à porter autour du cou. Mais le rossignol remercia. Il était déjà suffisamment récompensé. J'ai vu des larmes dans les yeux de l'empereur. C'est pour moi le plus précieux trésor. Les larmes d'un empereur ont un merveilleux pouvoir. Je suis assez récompensé, Dieu le sait. Et il chanta de nouveau, de sa voix délicieusement pure. C'est la plus gracieuse coquetterie que je sache, dirent les dames çà et là. Et elles prirent de l'eau dans leur bouche pour glouglouter quand on leur parlait. Elles croyaient ainsi être un peu rossignols. Même les laquais et les filles de chambre se déclarèrent satisfaits, et c'est beaucoup dire, car ils sont les gens les plus difficiles à contenter. Oui, vraiment, le rossignol eut du succès. Il devait désormais rester à la cour, avoir sa cage à lui, plus la liberté de sortir 2 fois par jour et 1 fois la nuit. Il eut 12 serviteurs qui ne lâchaient pas les fils de soie attachés à sa patte. La promenade n'était pas agréable du tout dans ces conditions. Toute la ville parlait du merveilleux oiseau, et quand 2 personnes se rencontraient, l'une n'avait qu'à dire « Ross », l'autre répondait « Gnol », et les 2 soupiraient et se comprenaient. 11 enfants de charcutiers reçurent même le nom de l'oiseau, bien que pas un d'entre eux n'eut la moindre note dans la gorge. Un jour, parvint à l'empereur un gros paquet sur lequel était écrit « Rossignol ». « Voilà un nouveau livre sur notre célèbre oiseau », dit l'empereur. Mais ce n'était pas un livre. C'était une mécanique déposée dans une boîte, un rossignol automate qui était censé ressembler à l'animal vivant, mais était tout chamarré de diamants, de rubis et de saphirs. Aussitôt que l'on avait remonté le mécanisme, l'oiseau artificiel pouvait chanter l'un des morceaux du vrai. Sa queue montait et descendait, et il étincelait d'argent et d'or. Il portait autour du cou un petit ruban, où était écrit « Le rossignol de l'empereur du Japon est médiocre par comparaison à celui de l'empereur de Chine. » C'est charmant, dirent-ils tous, et celui qui avait apporté l'oiseau artificiel reçut aussitôt le titre de grand colporteur impérial de rossignol. Maintenant, il faut qu'ils chantent ensemble. Quel duo ça fera! Et ils durent chanter ensemble. Mais ça ne marchait pas très bien, car le vrai rossignol chantait à sa façon, et l'oiseau mécanique chantait des valses. Ce n'est pas sa faute, dit le maître de musique. Il est très rythmé, et tout à fait de mon école. L'oiseau artificiel dut donc chanter seul. Il obtint un aussi grand succès que le vrai, et il était d'ailleurs bien plus agréable à regarder. Il resplendissait comme un bracelet ou une broche. 33 fois il chanta le même morceau, et il n'en était pas fatigué. Les gens l'auraient écouté volontiers encore. Mais l'empereur fut d'avis que le rossignol vivant pourrait bien chanter un peu à son tour. Mais où était-il? Personne n'avait remarqué qu'il s'était envolé par la fenêtre ouverte vers sa verte forêt. Comment ça se fait-il? Dit l'empereur. Et tous les courtisans de trouver que c'était vilain, et que le rossignol était un animal très ingrat. Mais nous avons du moins le meilleur oiseau, dirent-ils. Et l'automate dut chanter encore, et ce fut la 34e fois qu'ils entendirent le même morceau, mais ils ne le savaient pas encore tout entier car il était très difficile, et le maître de musique loua extrêmement l'oiseau, assura même qu'il était meilleur que le vrai rossignol, non seulement par sa robe et ses nombreux et superbes diamants, mais aussi dans son fort intérieur. Car voyez-vous, mes seigneurs, et vous avant tout, ô empereur, avec le vrai rossignol, on ne peut jamais prévoir ce qui va suivre, tandis que chez l'oiseau artificiel, tout est déterminé. Ce sera ainsi et pas autrement. On peut s'en rendre compte, on peut découdre l'oiseau et montrer la conception humaine, voir où sont les valses, comment elles vont et comment elles s'enchaînent. C'est tout à fait ce que je pense, dirent-ils tous. Et le maître de musique fut autorisé à présenter l'oiseau au peuple le dimanche suivant. Le peuple devait aussi l'entendre, dit l'empereur, et le peuple l'entendit, et fut content. Il eut la même gaieté qu'il éprouve à boire du thé, ce qui est tout à fait chinois. Les gens levèrent le doigt qui sert à licher, et hochèrent la tête. Mais les pauvres pêcheurs, qui avaient entendu le vrai rossignol, dirent « Le son est assez joli et ça ressemble, mais il y a je ne sais quoi qui manque. » Le vrai rossignol fut banni du pays et de l'empire. L'oiseau mécanique avait sa place sur un coussin de soie à côté du lit de l'empereur. Tous les cadeaux qu'il avait reçus, or et pierres précieuses, étaient disposés autour de lui,
et il avait reçu le titre de grand chanteur de la table de nuit impériale, et son rang était numéro un à gauche, car l'empereur estimait le plus distingué le côté où se trouve le cœur, et le cœur est à gauche même chez un empereur. Et le maître de musique écrivit 25 volumes sur l'oiseau mécanique, long ouvrage très savant, tout plein des mots chinois les plus difficiles, en sorte que tout le monde disait l'avoir lu et compris, car sans cela, ils auraient été bêtes et auraient reçu des coups sur le ventre. Une année entière se passa ainsi. L'empereur, la cour et tous les autres Chinois savaient par cœur le moindre gloussement du chant de l'oiseau mécanique, et précisément pour cette raison, ils en étaient désormais entichés. Ils pouvaient chanter eux-mêmes avec lui, et n'y manquaient pas. Les gamins des rues chantaient zi zi zi, clouc clouc clouc, et l'empereur aussi. Oh, c'était charmant. Mais un soir, comme l'oiseau mécanique chantait de son mieux et l'empereur, couché dans son lit, l'écoutait, il y eut un bruit à l'intérieur de l'oiseau. Tchoup! Un ressort s'était décroché, puis brrr, toutes les roues tournèrent et la musique s'arrêta. L'empereur sauta de son lit et fit appeler son médecin. Mais que pouvait-il y faire? On envoya donc chercher l'horloger, et après beaucoup de paroles et un long examen, il remit l'oiseau à peu près en état, mais dit qu'il fallait beaucoup le ménager, car les pivots y étaient très usés, et il n'y avait pas moyen de les remplacer de façon à faire bien marcher la musique. Ce fut un vrai chagrin. On ne devait faire chanter l'oiseau qu'une fois par an, et encore, tout au plus. Mais le maître de musique prononça un petit discours plein de ces mots difficiles et dit que tout était aussi bien qu'auparavant, et tout fut donc aussi bien qu'auparavant. 5 années passèrent, et le pays fut plongé dans une grande douleur, car tout le monde aimait vraiment beaucoup l'empereur. Il était malade et, disait-on, ne pouvait pas vivre. Un nouvel empereur était déjà élu, et les gens dans la rue demandaient aux chevaliers comment allait leur empereur. Peu, disait-il, et il branlait la tête. Froid et blême, l'empereur était couché dans son grand lit splendide. Toute la cour le croyait mort et s'empressait pour saluer le nouvel empereur. Les domestiques couraient partout répandre la nouvelle, et les servantes du château avaient grande réception et offraient du café. Des tapis étalés dans les salles et les couloirs étouffaient le bruit des pas. Le château était tout à fait silencieux. Mais l'empereur n'était pas encore mort. Raide et blême, il était dans le lit splendide aux grands rideaux de velours et aux lourds glands d'or. Tout en haut, une fenêtre était ouverte, et la lune éclairait l'empereur et l'oiseau mécanique. Le pauvre empereur ne pouvait presque pas respirer. Il lui semblait avoir un poids sur la poitrine. Il ouvrit les yeux et vit que c'était la mort qui s'était assise sur sa poitrine. Et elle avait mis sa couronne d'or et tenait d'une main le sabre d'or de l'empereur et de l'autre son magnifique drapeau. Et çà et là, dans les plis des grandes tentures de velours, perçaient d'étranges têtes, les unes hideuses, les autres d'une douceur délicieuse. C'étaient les bonnes et les mauvaises actions de l'empereur qui le regardaient, en ce moment où la mort pesait sur son cœur. Te rappelles-tu cela? Murmurait-elle l'une après l'autre. Et cela? Et cela? Et elle lui en disait tant que la sueur lui perlait sur le front. Je n'en ai jamais rien su, disait l'empereur. Musique, musique, le grand tam-tam chinois, criait-il. Au moins je n'entendrai pas tout ce qu'elles disent. Et elle continuait, et la mort, à tout ce qui était dit, hochait la tête comme un chinois. Musique, musique, criait l'empereur. Chante donc, toi, petit oiseau d'or béni, chante. Je t'ai donné de l'or et de riches cadeaux. J'ai moi-même attaché à ton cou ma pantoufle d'or. Chante donc, chante. Mais l'oiseau restait muet. Il n'y avait personne pour le remonter, et il ne chantait pas sans cela. Et la mort continuait à regarder l'empereur de ses grandes prunelles vides, et le silence devenait effroyable. Alors s'éleva soudain, près de la fenêtre, un chant délicieux. C'était le petit rossignol vivant, qui était sur la branche dehors. Il avait entendu les cris de détresse de son empereur, et il était venu lui chanter espérance et réconfort. Et à mesure qu'il chantait, les apparitions pâlirent peu à peu, le sang circula plus vivement dans le corps affaibli de l'empereur, et la mort elle-même écouta et dit « Continue, petit rossignol, continue !» Bien. Veux-tu me donner le magnifique sabre d'or? Bien. Veux-tu me donner le superbe drapeau? Soit, mais il faut me donner la couronne de l'empereur. Et la mort donna chaque joyau pour un chant, et le rossignol continua encore à chanter, et il chanta le cimetière paisible où poussent les roses sauvages, où le sureau embaume,
et où l'herbe verte est arrosée par les larmes des survivants. Alors la mort eut désir de retrouver son jardin, et sortit par la fenêtre sous la forme d'un froid brouillard blanc. Merci, merci, dit l'empereur, céleste petit oiseau. Je te reconnais bien. Je t'ai chassé de mon pays et de mon empire, et pourtant tu as écarté de mon lit les vilaines visions, tu as délivré mon cœur de la mort. Comment pourrais-je te récompenser? Tu m'as récompensé, dit le rossignol. J'ai tiré des larmes de tes yeux la première fois que j'ai chanté, jamais je ne l'oublierai. Ce sont ces joyaux-là qui font du bien à un cœur de chanteur. Mais dors maintenant, et reprends force et santé. Je vais chanter pour toi. Et il chanta, et l'empereur s'endormit d'un bon sommeil tranquille et salutaire. Le soleil brillait sur lui par la fenêtre lorsqu'il se réveilla dispos et fortifié. Aucun de ses serviteurs n'était encore revenu, parce qu'il croyait qu'il était mort. Mais le rossignol était encore là et chantait. Il faut que tu restes toujours près de moi, dit l'empereur. Tu chanteras quand tu voudras, et l'oiseau mécanique, je le briserai en 1000 morceaux. Ne fais pas cela, dit le rossignol. Il a fait le bien qu'il pouvait faire. Conserve-le toujours. Je ne peux pas m'installer au château, mais laisse-moi venir quand j'en aurai envie, et je viendrai le soir me poser sur la branche près de la fenêtre et chanter pour toi, afin de te rendre gai et pensif à la fois. Je chanterai sur les heureux et sur ceux qui souffrent. Je chanterai sur le bien et le mal que l'on tient cachés autour de toi. Le petit oiseau chanteur vole de tous les côtés, chez le pauvre pêcheur, sur le toit du paysan, chez tous ceux qui sont loin de toi et de ta cour. J'aime ton cœur plus que ta couronne, et de la couronne, pourtant, émane comme un parfum sacré. Je viendrai, je chanterai pour toi, mais il faut que tu me promettes une chose. Tout, dit l'empereur. Il était debout dans son costume impérial, dont il s'était revêtu lui-même, et tenait contre son cœur le sabre tout chargé d'or. Je te demande de ne dire à personne que tu as un petit oiseau qui te dit tout, et tout ira mieux ainsi. Et le rossignol s'envola. Les serviteurs entrèrent pour voir leur empereur mort. Les voilà devant lui, et l'empereur leur dit « Bonjour !» Et c'est la fin du conte Le Rossignol. Je me bois une petite lampée et j'enchaîne. On est parti. Le vilain petit canard. Oh, qu'il faisait bon dehors, à la campagne. C'était l'été. Les blés étaient jaunes, l'avoine verte. Le foin était ramassé par tas dans les prés verts, et la cigogne marchait sur ses longues jambes rouges et parlait égyptien, car sa mère lui avait appris cette langue. Autour des champs et des prés, il y avait de grandes forêts, et au milieu des forêts, des lacs profonds. Oui, vraiment, il faisait bon à la campagne. En plein soleil s'élevait un vieux château entouré de douves profondes, et depuis le mur de base jusqu'à l'eau poussaient des bardanes à larges feuilles, si hautes que les petits enfants pouvaient se cacher debout derrière les plus grandes. L'endroit était aussi sauvage que la plus épaisse forêt, et une canne était là sur son nid. Elle couvait ses canetons qui devaient sortir des œufs, mais elle commençait à en avoir assez, car cela durait depuis longtemps, et on venait rarement la voir. Les autres canards aimaient mieux nager dans les douves que de grimper et rester sous une feuille de bardane pour bavarder avec elle. Enfin, les œufs craquèrent l'un après l'autre, on entendait clac, clac. Tous les jaunes d'œufs étaient devenus vivants et sortaient la tête. Coin, coin, disait la canne, et les canetons s'agitaient tant qu'ils pouvaient, et regardaient de tous les côtés sous les feuilles vertes, et la mère les laissait regarder autant qu'ils voulaient, car le vert est bon pour les yeux. Comme le monde est grand, disaient tous les petits. Et ils avaient, en effet, un beaucoup plus grand espace que lorsqu'ils étaient enfermés dans leurs œufs. Croyez-vous que c'est là le monde entier disait la mère. Il s'étend loin de l'autre côté du jardin, jusqu'au champ du prêtre. Mais je n'y ai jamais été. Vous êtes bien là, tous, au moins. Et elle se leva. Non, je ne les ai pas tous. Le plus grand œuf est encore là. Combien de temps ça va-t-il encore durer? J'en ai bientôt assez. Et elle se recoucha. Eh bien, comment ça va dit une vieille canne qui venait en visite. Ça dure bien longtemps pour un seul œuf, dit la canne couchée. Il ne veut pas se percer, mais tu verras les autres, ce sont les plus jolis canetons que j'ai vus.
Ils ressemblent tous à leur père, ce scélérat qui ne vient pas me voir. Laisse-moi voir cet œuf qui ne veut pas craquer, dit la vieille. Mais c'est un œuf de dinde, tu peux m'en croire. Moi aussi, j'y ai été pincé une fois, et j'ai eu bien du mal avec les petits, car ils ont peur de l'eau, je te dirais. Je ne pouvais pas les décider à y aller. J'avais beau les gourmander et les houspiller, rien n'y faisait. Laisse-moi voir. Mais oui, c'est un œuf de dinde. Tu n'as qu'à le laisser et enseigner la nage aux autres enfants. Je resterai tout de même dessus encore un peu de temps. Voilà si longtemps que j'y suis, je peux bien continuer. Comme tu voudras, dit la vieille canne, et elle s'en alla. Enfin, le gros œuf creva. C'est vrai qu'il faut dire œuf quand c'est un œuf, pardon. Enfin, le gros œuf creva. Pip, pip, dit le petit en sortant. Il était grand et laid. La canne le regarda. Voilà un caneton terriblement gros, dit-elle. Aucun des autres ne lui ressemble. Ce ne serait pas tout de même un dindonneau. Enfin, on verra ça bientôt. Il faudra qu'il aille à l'eau, quand je devrais l'y pousser à coups de patte. Le lendemain, il fit un temps délicieux. Le soleil brillait sur les bardanes vertes. La mère canne vint au bord de la douve avec toute sa famille. Plouf! Elle sauta dans l'eau. Coin, coin, dit-elle, et les canetons plongèrent l'un après l'autre. L'eau leur passait par-dessus la tête, mais ils revenaient tout de suite à la surface et nageaient gentiment. Leurs pattes s'agitaient comme il faut, et tous étaient là, même le gros gris silet nageait avec les autres. Non, ce n'est pas un dindon, dit la canne. Regardez-moi comme il sait bien se servir de ses pattes, et comme il se tient droit. C'est bien un petit à moi. Et en somme, il est tout à fait beau, à bien le regarder. Coin, coin. Venez avec moi maintenant, que je vous mène dans le monde et vous présente dans la cour des canards, mais tenez-vous toujours près de moi, afin qu'on ne vous marche pas sur les pattes, et méfiez-vous du chat. Et ils arrivèrent dans la cour des canards. Le vacarme y était effroyable, parce que deux familles se disputaient une tête d'anguille, et ce fut le chat qui l'attrapa. Voyez, c'est ainsi que va le monde, dit la mère canne, et elle se frotta le bec, car elle aurait voulu avoir la tête d'anguille elle aussi. Jouez des pattes, dit-elle, et tâchez de vous dépêcher, et courbez le cou devant la vieille canne là-bas. C'est elle qui a le plus haut rang de toutes ici. Elle est de race espagnole, c'est pourquoi elle est grosse, et vous voyez qu'elle a un ruban rouge à la patte. C'est magnifique cela, c'est la plus haute distinction qu'une canne puisse avoir. Cela signifie qu'on ne veut pas s'en défaire, et que les animaux et les hommes doivent la reconnaître. Allons, grouillez-vous. Ne vous mettez pas dans mes pattes. Un caneton bien élevé marche en écartant les pattes, comme père et mère. C'est bien. Maintenant, courbez le cou et dites coin, coin. Et les petits obéissaient. Mais les autres cannes, tout autour, les regardaient et disaient à voix haute regardez-moi ça. Nous allons avoir une famille de plus, comme si nous n'étions pas assez nombreux déjà. Et fi, quelle mine a l'un de ces canetons. Et celui-là, nous n'en voulons pas. Et aussitôt, une canne de voler et de le mordre au cou. Laisse-le tranquille, dit la mère. Il ne fait rien à personne. Non, dit la canne qui avait mordu, mais il est trop grand et cocasse, il faut le taquiner. Ce sont de beaux enfants que vous avez, la mère, dit la vieille canne, ornée d'un ruban à la patte. Tous beaux à l'exception de celui-là. Je voudrais que vous puissiez le refaire. Ce n'est pas possible, madame, dit la mère canne. Il n'est pas beau, mais il a très bon caractère, et il nage aussi joliment qu'aucun des autres. Et même, j'ose ajouter que, selon moi, il embellira ou deviendra un peu plus petit avec le temps. Il est resté trop longtemps dans son œuf, c'est pourquoi il n'a pas eu la taille convenable. Et elle lui lissa son plumage. D'ailleurs, c'est un canard, dit-elle. Ça n'a donc pas autant d'importance. Je crois qu'il sera vigoureux et qu'il fera son chemin. Les autres canetons sont gentils, dit la vieille. Faites donc maintenant comme chez vous, et si vous trouvez une tête d'anguille, vous pourrez me la porter. Et ils furent comme chez eux. Mais le pauvre caneton qui était sorti de l'œuf le dernier, et qui était si laid, fut mordu, bousculé et nargué, à la fois par les canes et les poules. Il est trop grand, disaient-elles toutes, et le dindon, qui, étant né avec des éperons, se croyait empereur, se gonfla comme un cargo à pleine voile, se précipita sur lui, puis glouglouta, et sa tête devint toute rouge. Le pauvre caneton ne savait où se fourrer. Il était désolé d'avoir si laid de mine et d'être la risée de toute la cour des canards. Ainsi se passa le premier jour, et ce fut de pis en pis ensuite.
Le pauvre Caneton fut pourchassé par tout le monde, même ses frères et sœurs étaient méchants pour lui, et disaient Si seulement le chat t'emportait, ou le vilain. Et la mère disait Je voudrais que tu sois bien loin. Et les canards le mordaient, les poules lui donnaient des coups de bec, et la fille qui donnait à manger aux bêtes le renvoyait du pied. Alors il s'envola par-dessus la haie. Les petits oiseaux des buissons, effrayés, s'enfuirent en l'air. C'est parce que je suis laid, pensa le Caneton, et il ferma les yeux, mais s'éloigna tout de même en courant. Et il parvint au grand marais habité par les canards sauvages. Il y passa toute la nuit, très las et triste. Le matin, les canards sauvages se mirent à voler. Ils virent leur nouveau camarade. « Quelle sorte d'oiseau es-tu » demandèrent-ils. Et le Caneton se tourna de tous les côtés et salua du mieux qu'il put. « Tu es vraiment laid, dirent les canards sauvages, mais ça nous est égal, pourvu que tu ne te maries pas dans notre famille. » Le pauvre, il ne pensait guère à se marier, il demandait seulement qu'on lui permît de coucher dans les roseaux et de boire un peu d'eau du marais. Il resta là 2 jours, après quoi 2 oies sauvages arrivèrent, ou plutôt 2 jarres sauvages, car c'étaient de mâles. Il n'y avait pas longtemps qu'ils étaient sortis de l'œuf, aussi étaient-ils fort insolents. « Écoute, camarade, dirent-ils, tu es si laid que tu nous plais. Veux-tu venir avec nous et être oiseau migrateur ? Il y a tout près d'ici un autre marais, où sont de charmantes oies sauvages, toutes demoiselles qui savent dire coin-coin. Tu es bien capable d'y avoir du succès. Laid comme tu es. » Soudain, au-dessus d'eux, on entendit « pif paf » et les 2 jarres sauvages tombèrent morts dans les roseaux, et l'eau devint rouge sang. Pif paf résonna de nouveau, et des troupes d'oies sauvages s'envolèrent des roseaux, et les coups de fusil éclatèrent encore. C'était une grande chasse. Les chasseurs étaient autour de l'étang, quelques-uns même dans les branches des arbres qui s'étendaient jusqu'au-dessus des roseaux. La fumée bleue formait comme des nuages au milieu des arbres sombres et restait suspendue sur l'eau. Les chiens entrèrent dans la vase, plaf plaf. Joncs et roseaux s'inclinaient de tous côtés. C'était effroyable pour le pauvre Caneton, qui tourna la tête pour la cacher sous son aile, et à ce moment même, un grand chien terrible se trouva devant lui. Le chien avait une longue langue qui pendait et de vilains yeux horriblement brillants. Il approcha sa gueule du Caneton, montra ses dents pointues, et plaf, il s'en alla sans y toucher. « Oh, Dieu merci, soupira le Caneton. Je suis si laid que même le chien ne veut pas me mordre. » Et il demeura immobile pendant la grêle de plomb dans les joncs et la pétarade des coups de feu. Le calme ne revint que tard dans la journée, mais le pauvre petit n'osa pas encore se lever. Il attendit plusieurs heures avant de regarder autour de lui, et alors il se dépêcha de quitter le marais le plus vite qu'il put. Il courut à travers champs et prés, le vent soufflait si fort qu'il avançait à grand-peine. Vers le soir, il atteignit une pauvre petite cabane de paysan. Elle était si misérable qu'elle ne savait pas de quel côté elle devait tomber, si bien qu'elle restait debout. La tempête faisait tellement rage autour du Caneton qu'il dut s'asseoir sur sa queue pour y résister, et cela devenait de pis en pis. Mais il s'aperçut que la porte avait perdu un de ses gonds, en sorte qu'elle était accrochée de guingois, et que par la fente il pouvait se faufiler dans la cabane. C'est ce qu'il fit. C'était la demeure d'une vieille femme qui vivait avec son chat et sa poule, et le chat, qu'elle appelait Fiston, savait faire le gros dos et ronronner, et même il jetait des étincelles, mais pour cela il fallait le caresser à rebrousse-poil. La poule avait de très petites pattes basses, et pour cette raison s'appelait Kikili Courte-Patte. Elle pondait bien, et la femme l'aimait comme son propre enfant. Le matin, on vit tout de suite le Caneton étranger, et le chat se mit à ronronner et la poule à glousser. « Qu'y a-t-il » dit la femme, qui regarda autour d'elle, mais elle ne voyait pas bien, et crut que c'était une canne grasse qui s'était égarée. « Voilà une bonne prise, dit-elle. Je vais avoir des œufs de canne, pourvu que ce ne soit pas un canard. Enfin, on verra. » Et le Caneton fut admis pendant 3 semaines pour voir, mais aucun œuf ne vint. Et le chat était le maître de la maison, et la poule la maîtresse, et il disait toujours « nous et le monde », car il croyait en composer la moitié et la meilleure. Le Caneton pensait que l'on pouvait être d'un autre avis, mais c'était une opinion que la poule n'admettait pas. « Sais-tu pondre » demandait-elle. « Non. »« Alors tu n'as qu'à te taire. » Et le chat disait « Sais-tu faire le gros dos, ronronner et faire jaillir des étincelles ?»« Non. »« Alors tu n'as rien à dire quand les gens raisonnables parlent. »
Et le caneton restait dans son coin, et il était de mauvaise humeur. Aussi vint-il à penser au grand air et à l'éclat du soleil. Il eut un singulier désir de nager sur l'eau. Il finit par ne pouvoir s'empêcher d'en parler à la poule. Qu'est-ce qui te prend demanda-t-elle. Tu n'as rien à faire, c'est pourquoi il te vient des lubies pareilles. Pond ou ronronne, et ça te passera. Mais c'est délicieux de nager sur l'eau, dit le caneton, et délicieux d'avoir de l'eau par-dessus la tête et de plonger jusqu'au fond. Bon, voilà-t-il pas un beau plaisir dit la poule. Tu es fou. Demande au chat. Je ne connais pas d'animal plus intelligent, s'il aime nager sur l'eau, ou plonger. Je ne parle pas de moi. Demande même à notre patronne, la vieille femme. Il n'y a personne au monde de plus intelligent. Crois-tu qu'elle ait envie de nager ou d'avoir de l'eau par-dessus la tête? Vous ne me comprenez pas, dit le caneton. Bon, si nous ne te comprenons pas, qui est-ce qui te comprendrait? Tu ne te prétends pas, tu ne prétends pas, tout de même, être plus intelligent que le chat et la femme pour ne pas me citer. Ne fais pas le fou, enfant, et remercie ton Créateur de tout le bien qu'on t'a fait. N'es-tu pas entré dans une maison chaude, et n'y as-tu pas une société où tu peux t'instruire? Mais tu es un dadais, qui n'est pas amusant à fréquenter. Tu peux m'en croire, je te veux du bien, je te dis des choses désagréables, c'est à cela qu'on reconnaît ses vrais amis. Tu n'as qu'à tâcher de pondre des œufs, et apprendre à ronronner, ou à faire jaillir des étincelles. Je crois que je vais m'en aller dans le vaste monde, dit le caneton. Eh bien, fais-le donc, dit la poule, et le caneton partit. Il nagea sur l'eau, il plongea, mais tous les animaux le dédaignaient à cause de sa laideur. Puis, l'automne arriva. Les feuilles dans la forêt devinrent jaunes et brunes. Le vent s'en empara, elles dansèrent de tous côtés, et en haut, dans l'air, on sentait le froid. Les nuages étaient lourds de grêle et de flocons de neige, et dans la haie, le corbeau criait « Aou, aou !» tant il avait froid. Il y avait de quoi geler, vraiment. Le pauvre caneton n'était certes pas à son aise. Un soir, comme le soleil se couchait superbement, arriva tout un troupeau de beaux grands oiseaux qui sortaient des buissons. Jamais le caneton n'en avait vu d'aussi ravissants. Ils étaient entièrement d'une blancheur éclatante et avaient de longs coups flexibles. C'étaient des cygnes. Ils poussèrent un cri très singulier, déployèrent leurs grandes ailes magnifiques et s'envolèrent pour s'en aller vers des pays plus chauds, par-delà les mers. Ils volaient très haut, et le vilain petit caneton éprouva une impression étrange. Il se mit à tourner en rond dans l'eau comme une roue, tendit le cou en l'air vers ses oiseaux, poussa un cri si fort et si bizarre que lui-même en eut peur. Oh, il n'oublierait jamais ces charmants oiseaux, ces heureux oiseaux, et sitôt qu'il ne les vit plus, il plongea jusqu'au fond, et lorsqu'il revint à la surface, il fut comme hors de lui. Il ne savait pas le nom de ces oiseaux, ni où ils allaient, mais il les aimait comme jamais il n'avait aimé personne. Il n'en était pas du tout jaloux. Comment aurait-il pu avoir l'idée de souhaiter une telle grâce? Il aurait été heureux si seulement les canards l'avaient supporté parmi eux. Pauvre vilaine bête! L'hiver fut extrêmement froid. Le caneton dut tout le temps nager dans l'eau pour l'empêcher de geler complètement. Mais chaque jour, le trou dans lequel il nageait se rétrécissait davantage. Une croûte s'y formait qui craquait. Le caneton devait toujours y jouer des pattes afin que l'eau ne se fermât pas. Il finit par être si épuisé qu'il ne bougea plus et resta gelé, pris dans la glace. Le matin de bonne heure, arriva un paysan qui le vit, brisa la glace avec ses sabots et l'emporta chez lui pour le remettre à sa femme. Là, il fut ranimé. Les enfants voulurent jouer avec lui, mais ils croyaient qu'il lui voulait du mal, et se sauva, tout effrayé, droit à la terrine du lait, si bien que le lait jaillit dans la salle. La femme cria et battit des mains, et il s'envola dans la baratte où était le beurre, puis dans le tonneau à farine. Quelle mine il avait en sortant de là! La femme criait et voulait le frapper avec les pincettes, et les enfants couraient et se renversaient l'un l'autre pour l'attraper, et c'étaient des rires et des cris. Heureusement, la porte était ouverte, et le caneton se sauva parmi des buissons couverts de neige récente et y resta comme engourdi. Mais ce serait trop triste de raconter toute la misère qu'il dut subir par cet hiver rigoureux. Il était dans le marais parmi les roseaux lorsque le soleil redevint brillant et chaud. Les alouettes chantaient. C'était un printemps délicieux. Soudain, le caneton déploya ses ailes, qui bruirent plus fort qu'autrefois, et l'emportèrent avec vigueur. Et en un instant, il se trouva dans un grand jardin où les pommiers étaient en fleurs, où les lilas embaumaient et inclinaient leurs longues branches vertes jusqu'aux douves sinueuses. Oh, qu'il faisait bon là, dans la douceur du printemps!
Et droit devant lui, sortant du fourré, s'avançaient trois beaux cygnes qui battaient des ailes et nageaient légèrement. Il reconnut les magnifiques bêtes et fut pris d'une étrange tristesse. Je vais voler vers vous, oiseaux royaux, et vous me massacrerez parce que j'ose, moi qui suis si laid, m'approcher de vous. Mais peu importe. Plutôt être tué par vous que pincé par les canards, battu par les poules, poussé du pied par la fille de basse-cour et gelé pendant l'hiver. Et il vola dans l'eau, où il nagea vers les superbes cygnes qui l'aperçurent et accoururent à lui à grands coups d'ailes. Tuez-moi si vous voulez, dit le pauvre animal, et il pencha la tête sur la surface de l'eau, attendant la mort. Mais que vit-il dans l'eau claire? Il vit sous lui sa propre image, mais qui n'était plus celle d'un oiseau gris tout gauche, laid et vilain. Il était lui-même un cygne. Peu importe qu'on soit né dans la cour des canards, si l'on est sorti d'un œuf de cygne. Il était enchanté de toute la misère et des tracas qu'il avait subis. Il appréciait d'autant mieux son bonheur et la splendeur qu'il accueillait. Et les grands cygnes nageaient autour de lui et le caressaient avec leur bec. Des petits enfants arrivèrent dans le jardin, jetèrent du pain et du grain dans l'eau, et le plus jeune s'écria « Il y en a un nouveau ?» Et les autres enfants étaient ravis. « Oui, il y en a un nouveau !» Et ils battirent des mains et dansèrent en rond, coururent chercher leur père et leur mère, on jeta dans l'eau du pain et de la galette, et tout le monde dit « Le nouveau est le plus beau, si jeune et si joli !» Et les vieux cygnes le saluèrent. Il était tout confus. Il se cacha la tête sous son aile. Il ne savait plus où il en était. Il était trop heureux, mais nullement orgueilleux, car un bon cœur n'est jamais orgueilleux. Il songeait combien il avait été honni et pourchassé. Maintenant, il entendait dire qu'il était le plus charmant des charmants oiseaux. Et les lilas inclinaient leurs branches sur l'eau jusqu'à lui, et le soleil brillait et réchauffait. Alors ses plumes se gonflèrent, son cou mince se dressa, et, ravi dans son cœur, il cria « Jamais je n'ai rêvé d'un tel bonheur quand j'étais le vilain petit canard. » Je me bois un coup avant d'enchaîner avec le dernier conte du jour. J'aime beaucoup les contes du jour d'ailleurs. Hop. Est-ce qu'on va finir en beauté? Je l'espère. On est parti. Le sapin. Dans les bois était un joli sapin. Il avait une bonne place. Le soleil l'atteignait, l'air ne lui manquait pas, et autour de lui poussaient beaucoup de camarades plus grands, pins et sapins. Mais le petit sapin était très impatient de pousser. Il ne pensait pas au chaud soleil et au bon air. Il ne se souciait pas des enfants de paysans qui passaient en bavardant lorsqu'ils allaient cueillir des fraises ou des framboises. Parfois, ils en avaient une cruche pleine, ou bien ils avaient des fraises en brochette sur une paille, et ils s'asseyaient auprès du petit arbre et disaient « Non, comme il est gentil ce petit !» L'arbre ne voulait pas du tout écouter cela. L'année suivante, il s'allongea d'un grand entre-nœud, et l'année suivante d'un autre encore beaucoup plus grand, car on peut toujours voir sur un sapin, par le nombre de ses nœuds, pendant combien d'années il y a poussé. Oh, si j'étais un grand arbre comme les autres, soupirait le petit sapin, je pourrais étendre mes branches tout autour, et de ma cime contempler le vaste monde. Les oiseaux bâtiraient leur nid dans mes branches, et quand il ferait du vent, je saluerais de la tête aussi poliment que les autres. Le soleil, les oiseaux et les nuages roses qui planaient au-dessus de lui matin et soir ne lui causaient aucun plaisir. Et l'hiver, quand la neige étalait partout sa blancheur étincelante, parfois un lièvre accourait bondissant et sautait par-dessus le petit arbre. Oh, que c'était vexant! Mais 2 hivers passèrent, et le troisième, le sapin fut assez grand pour que le lièvre fût obligé d'en faire le tour. Oh, pousser, pousser, devenir grand et vieux, c'était le seul agrément en ce monde, se disait l'arbre. En automne, venaient chaque année les bûcherons, qui abattaient toujours quelques-uns des plus grands arbres, et le jeune sapin, qui avait pris de la taille, en était tout tremblant, car les grands arbres magnifiques tombaient à terre avec fracas et craquements. On leur coupait leurs branches, ils avaient l'air tout nus, longs et minces, on avait peine à les reconnaître. Puis ils étaient chargés sur des voitures et des chevaux les emportaient hors de la forêt. Où allaient-ils? Quel sort les attendait? Au printemps, à l'arrivée de l'hirondelle et de la cigogne, l'arbre leur demanda
Ne savez-vous pas où ils sont conduits? Vous ne les avez pas rencontrés? Les hirondelles ne savaient rien, mais la cigogne eut l'air de réfléchir, hocha la tête et dit: Oui, je crois. J'ai rencontré beaucoup de vaisseaux neufs lorsque je me suis envolé d'Égypte. Il y avait sur les vaisseaux des mâts superbes. Je peux bien dire que c'était eux, ils sentaient le sapin. Je te salue de leur part. Oh, ils portent la tête haute. Ah, que ne suis-je assez grand pour voler au-dessus de la mer? Comment est-ce au juste cette mer, et à quoi ça ressemble-t-il? C'est compliqué à expliquer, dit la cigogne, et elle partit. Réjouis-toi de ta jeunesse, dirent les rayons du soleil. Réjouis-toi de ta verte croissance, de la jeune vie qui est en toi. Et le vent baisa l'arbre, et la rosée versa sur lui des larmes. Mais le sapin ne comprit pas cela. Lorsque vint l'époque de Noël, de tout jeunes arbres furent abattus, des arbres qui parfois n'étaient même pas aussi grands ni aussi âgés que ce sapin qui était toujours si impatient de partir. Ces jeunes arbres, et c'étaient précisément les plus beaux, conservaient toujours leurs branches. Ils étaient chargés sur des voitures, et des chevaux les emportaient hors de la forêt. Où vont-ils? Demanda le sapin. Ils ne sont pas plus grands que moi, l'un d'eux était même beaucoup plus petit. Pourquoi conservaient-ils toutes leurs branches? Où la voiture les mène-t-elle? Nous le savons, gazouillèrent les moineaux. Nous avons jeté un coup d'œil en ville par les carreaux. Nous savons où la voiture les mène. Oh, ils arrivent dans la plus grande splendeur que l'on puisse imaginer. Nous avons regardé par la fenêtre et nous avons vu qu'ils sont plantés au milieu du salon chauffé et ornés d'objets charmants, des pommes dorées, des pains d'épices, des jouets et des centaines de lumières. Et puis, demanda le sapin, tressaillant de toutes ses branches, et puis, qu'arrive-t-il ensuite? Ah, nous n'en avons pas vu davantage. C'était superbe. Suis-je destiné à suivre cette voie radieuse? Dit l'arbre enthousiaste. C'est encore mieux que d'aller sur la mer. Quel désir j'éprouve! Que n'est-ce déjà Noël? Je suis maintenant aussi haut et large que ceux qui ont été emportés l'année dernière. Oh, que ne suis-je déjà sur la voiture? Que ne suis-je dans le salon chauffé avec toute la splendeur? Et alors? Oui, ensuite ça doit être encore mieux, encore plus beau. Autrement, pourquoi mornerait-on ainsi? Ça doit devenir encore plus grand, encore plus splendide. Mais quoi? Oh, je voudrais y être. Je ne sais pas où j'en suis. Réjouis-toi avec moi, dirent le vent et la lumière du soleil. Réjouis-toi de ta verte jeunesse, dehors, à l'air libre. Mais il ne se réjouissait pas du tout. Il grandissait vite. L'hiver et l'été, il restait vert. Il était vert sombre. Les gens qui le voyaient disaient « Voilà un joli arbre !» Et à Noël, il fut le premier abattu. La hache trancha profondément dans sa moelle. Il tomba sur le sol avec un soupir. Il éprouva une douleur, une défaillance. Il ne pouvait pas du tout penser à aucun bonheur. Il était désolé de quitter son séjour familier, l'endroit où il avait poussé. Il savait bien qu'il ne verrait plus jamais les chers vieux camarades, les petits buissons et les fleurs d'alentour, peut-être pas même les oiseaux. Le départ n'avait vraiment rien d'agréable. L'arbre ne revint à lui que lorsqu'il fut déchargé dans la cour avec les autres, et entendit un homme dire « Il est superbe, nous n'en voulons pas d'autre. » Et deux domestiques en beaux habits arrivèrent et portèrent le sapin dans une grande salle magnifique. Des portraits étaient accrochés au mur, tout autour, et près du grand poêle en briques polies étaient de grands vases chinois avec des lions sur leur couvercle. Il y avait des fauteuils à bascule, des canapés de soie, de grandes tables couvertes de livres d'images et de jouets pour 100 fois 100 Rixdale, à ce que disaient les enfants du moins. Et le sapin fut dressé dans un tonneau rempli de sable, mais personne ne pouvait voir que c'était un tonneau, car il était enveloppé d'une étoffe verte et il était posé sur un grand tapis bariolé. Oh, comme l'arbre était frémissant! Qu'allait-il advenir? Des domestiques et des demoiselles se mirent à le parer. À une branche pendaient des petits filets découpés dans du papier de couleur. Chaque filet était rempli de bonbons. Des pommes et des noix dorées étaient accrochées comme si elles avaient poussé là, et plus de 100 petites lumières rouges, bleues et blanches étaient fixées dans les rameaux. Des poupées, qui avaient tout à fait l'air d'être des personnes, l'arbre n'en avait jamais vu, se tenaient en l'air de la verdure, et tout en haut, à la cime, fut placée une grande étoile de clinquant. C'était superbe, tout à fait magnifique. Et tout le monde dit « Ce soir, ça va resplendir !» Oh, se dit le sapin, je voudrais être au soir. Je voudrais qu'on allumât bientôt les lumières. Et alors, qu'arrivera-t-il? Les arbres de la forêt vont-ils venir me regarder? Les moineaux vont-ils voler aux vitres? Vais-je m'implanter ici et rester orné l'hiver et l'été?
Voilà comme il savait à quoi s'en tenir. Et l'impatience lui donnait un sérieux mal d'écorce, et le mal d'écorce est aussi pénible pour un arbre que le mal de tête pour nous autres. Et les lumières furent allumées. Quel éclat, quelle magnificence! L'arbre en frémissait de toutes ses branches, si bien qu'une des lumières mit le feu à la verdure. Ce fut une forte flambée. Dieu nous garde! Crièrent les demoiselles, qui se dépêchèrent d'éteindre. Et l'arbre ne put même plus s'agiter. C'était affreux. Il avait tellement peur de rien. Il avait tellement peur de rien perdre de sa parure. Il était tourmenté dans sa gloire, et voilà que les deux battants de la porte s'ouvrent, et une foule d'enfants se précipite comme s'ils voulaient renverser l'arbre. Les grandes personnes les suivent plus posément. Les petits s'arrêtent, muets, mais seulement un instant, puis ils poussent des cris de joie, et c'est un vrai vacarme. Ils dansent autour de l'arbre, et l'on se met à cueillir un cadeau après l'autre. Qu'est-ce qu'ils font là? Se demandait le sapin. Que va-t-il se produire? Et les lumières brûlèrent jusqu'aux branches, et à mesure qu'elles étaient consumées, on les éteignait, et les enfants furent autorisés à dépouiller l'arbre. Ils s'élancèrent sur lui si fort que toutes ses branches craquèrent. Si, par sa pointe et l'étoile d'or, il n'avait pas été solidement attaché au plafond, il aurait été renversé. Les enfants faisaient des pirouettes avec leurs jouets superbes. Personne ne regardait l'arbre, sauf leur vieille bonne qui jetait çà et là un coup d'œil entre les branches, mais c'était seulement pour voir si l'on n'avait pas oublié une figue ou une pomme. Une histoire! Une histoire! Crièrent les enfants, qui tirèrent vers l'arbre un petit homme ventru. Et l'homme s'assit sous le sapin. Comme ça, nous sommes dans la verdure, dit-il, et c'est excellent aussi pour l'arbre d'écouter. Mais je ne raconterai qu'une histoire. Voulez-vous entendre celle sur Yves 2 AV2 ou celle sur Clumpe Dumpe, qui est tombé du haut de l'escalier, mais est tout de même arrivé au siège d'honneur et a eu la princesse? Yves 2 AV2 crièrent quelques enfants. Clumpe Dumpe crièrent d'autres. Le tumulte n'en finissait pas. Seul le sapin était muet et songeait. Ne vais-je pas m'en mêler? Vais-je rester à ne rien faire? Mais il avait déjà pris part à la fête. Il avait fait ce qu'il avait à faire. Et l'homme conta Clumpe Dumpe qui est tombé du haut de l'escalier, mais est tout de même arrivé au siège d'honneur et a eu la princesse. Et les enfants battirent des mains et crièrent « Comptez, comptez !» Ils voulaient entendre aussi Yves 2 AV2, mais ils n'eurent que Clumpe Dumpe. Le sapin se tint coi et songeur. Les oiseaux dans la forêt n'avaient jamais raconté rien de pareil. Clumpe Dumpe est tombé du haut de l'escalier et a tout de même eu la princesse. Oui, oui, ainsi va le monde, se dit le sapin, qui croyait l'histoire vraie, parce que c'était un homme si élégant qui la racontait. Qui sait, peut-être moi aussi je tomberai de l'escalier et j'aurai une princesse. Et il se réjouissait à l'idée d'être le lendemain, vêtu de lumière, de jouets, d'or et de fruits. Demain je ne bougerai pas, résolut-il, je jouirai de ma splendeur. Demain j'entendrai l'histoire de Clumpe Dumpe et peut-être celle d'Yves 2 AV2. Et l'arbre demeura immobile et songeur toute la nuit. Le matin entrèrent un domestique et une bonne. Voilà le gala qui recommence, se dit l'arbre. Mais il fut traîné hors du salon, grimpé dans l'escalier, introduit dans le grenier et là, fourré dans un coin sombre où nulle clarté ne parvenait. Qu'est-ce que cela signifie? Que vais-je faire ici? Quelle histoire y entendrai-je? Et il s'appuya contre le mur et réfléchit longuement. Et il eut le temps de réfléchir, car des jours et des nuits passèrent. Personne ne montait jusque-là, et lorsqu'il venait enfin quelqu'un, c'était pour mettre de grandes caisses dans le coin. L'arbre fut complètement caché, il semblait qu'on l'eût tout à fait oublié. C'est l'hiver dehors maintenant, pensait-il. La terre est dure et couverte de neige, les hommes ne peuvent pas me planter. C'est sans doute pourquoi je devrais rester à l'abri jusqu'au printemps. Comme c'est bien compris, les hommes sont vraiment bons. Si seulement cet endroit n'était pas si sombre et si terriblement solitaire. Pas même un petit lièvre. C'était si agréable là-bas dans la forêt, quand, sur la couche de neige, le lièvre passait en bondissant. Oui, même lorsqu'il sautait par-dessus moi, mais je n'aimais pas ça dans ce temps-là. Ici, la solitude est vraiment bien pénible. Cri, cri, dit à ce moment une petite souris qui sortait de son trou, et une autre petite la suivait. Elles flairèrent le sapin et se faufilèrent entre ses branches. Il fait joliment froid, dirent les petites souris. À part cela, on est délicieusement ici. N'est-ce pas, vieux sapin? Je ne suis pas vieux du tout, dit le sapin. Il y en a de bien plus vieux que moi. D'où viens-tu et que sais-tu demandèrent les souris, qui étaient horriblement curieuses.
Parle-nous donc de l'endroit le plus exclu de la terre. Y as-tu été? As-tu été dans le garde-manger, où l'on trouve des fromages sur les tablettes, où des jambons sont accrochés au plafond, où l'on danse sur les chandelles? On y entre maigre et on en sort gras. Je ne le connais pas, dit l'arbre, mais je connais la forêt, où le soleil luit et les oiseaux chantent. Et il raconta toute sa jeunesse, et les petites souris n'avaient jamais rien entendu de pareil. Elles l'écoutèrent avec attention et dirent: Oui, tu as beaucoup vu. Oh, comme tu as été heureux. Moi, dit le sapin, et il réfléchit à ce que lui-même avait raconté. Oui, c'était en somme un temps fort agréable. Puis il raconta le soir de Noël, où il avait été orné de bonbons et de lumière. Oh, dirent les petites souris. que tu as été heureux, vieux sapin. Je ne suis pas vieux du tout, dit l'arbre. C'est cet hiver que je suis venu de la forêt. Je suis dans mon plus bel âge, arrêté seulement dans ma croissance. Comme tu racontes bien, dirent les petites souris. Et la nuit suivante, elles vinrent avec 4 autres petites souris qui voulaient entendre ce que disait le sapin. Et plus l'arbre parlait, plus il se rappelait clairement tout. Et il songeait: c'était tout de même un temps bien agréable. Mais il peut venir, il peut venir. Clumpe-Dumpe est tombé du haut de l'escalier. Et il a eu la princesse. Peut-être puis-je aussi avoir une princesse? Et le sapin pensait à un gentil petit bouleau qui poussait dans la forêt. C'était pour lui une vraie et charmante princesse. Qui est Clumpe-Dumpe? Demandèrent les petites souris. Et le sapin raconta toute l'histoire, il se la rappelait mot à mot. Et les petites souris étaient sur le point de grimper à la cime de l'arbre tant elles étaient contentes. La nuit suivante, il vint des souris beaucoup plus nombreuses, et le dimanche il vint même 2 rats. Mais ils dirent que l'histoire n'était pas amusante, et les petites souris en furent chagrinées, car le conte alors leur plut moins. C'est la seule histoire que vous savez? Demandèrent les rats. C'est la seule, répondit le sapin. Je l'ai entendue le soir où j'ai été le plus heureux, mais je ne pensais pas ce soir-là combien j'étais heureux. C'est une détestable histoire. Vous n'en savez aucune avec du lard et des chandelles? Aucune histoire de garde-manger? Non, dit le sapin. Eh bien, merci, répondirent les rats, et ils allèrent à leurs affaires. Les petites souris finirent aussi par s'en aller, et l'arbre soupira. C'était un plaisir d'avoir autour de moi ces petites souris agiles qui écoutaient mes récits. Maintenant, c'est fini, ça aussi. Mais je ne manquerai pas de m'amuser quand on va me reprendre. Mais quand cela serait-il? Cela eut lieu un matin. Des gens arrivèrent qui firent un remue-ménage dans le grenier. Les caisses furent déplacées, l'arbre fut tiré, on le jeta, il est vrai, un peu durement sur le plancher, mais un homme le traîna aussitôt vers l'escalier où le jour luisait. Voilà que la vie recommence, se dit l'arbre. Il sentait le bon air, les premiers rayons du soleil, et le voilà dehors, dans la cour. Tout cela fut très rapide, l'arbre oublia complètement de se regarder, il y avait tant à voir autour de lui. La cour était contiguë à un jardin où tout était en fleurs. Les roses surmontaient la petite barrière et embaumaient. Les tilleuls étaient en fleurs et les hirondelles voltaient, chantant. Vire, vire, vite! Mon mari est arrivé! Mais ce n'était pas au sapin qu'elle pensait. Maintenant je vais vivre, se dit-il avec ravissement, et il déploya largement ses branches. Hélas, elles étaient fanées et jaunies. Il était couché dans un coin plein de mauvaises herbes et d'orties. L'étoile en papier doré était toujours à sa cime et brillait sous le soleil éclatant. Dans la cour jouaient quelques-uns des gais enfants qui avaient dansé autour de l'arbre à Noël et s'étaient montrés si heureux. L'un des plus jeunes accourut et arracha l'étoile d'or. Regardez ce qui reste encore sur ce vilain arbre de Noël, dit-il, et il piétina les branches qui craquèrent sous ses souliers. Et l'arbre contempla la splendeur des fleurs et la verdeur du jardin. Il se regarda lui-même et il regretta son coin sombre du grenier. Il pensa au temps vert de sa jeunesse dans la forêt, à la joyeuse soirée de Noël et aux petites souris, si contentes d'entendre l'histoire de Clumpe-Dumpe. C'est fini, fini, songeait le pauvre arbre. Si du moins j'avais été heureux, quand je le pouvais. Fini, fini. Et le domestique vint et coupa l'arbre en petits morceaux. Cela fit un gros tas qui flamba superbement sous la chaudière. Et il en sortait de profonds soupirs, des soupirs qui éclataient. Aussi les enfants qui jouaient arrivèrent, s'assirent devant le feu et crièrent pif, paf. Mais à chaque éclat, qui était un profond soupir, l'arbre pensait à un jour d'été dans la forêt, ou à une nuit d'hiver sous le scintillement des étoiles.
Il pensait au soir de Noël et à Clumpe-Dumpe, le seul conte qu'il eût entendu et qu'il sut dire. Et il finit par être consumé. Les enfants jouèrent dans la cour, et le plus petit portait sur sa poitrine l'étoile d'or qui avait orné l'arbre en son plus heureux soir. Finie cette soirée, fini l'arbre. Et l'histoire est finie aussi. Fini, fini, comme toutes les histoires. Et c'est la fin du conte, le sapin. Ça sera donc la fin de la lecture pour aujourd'hui. Hop. Nous passons à l'outro du live, les amis. Du coup, merci Nordom d'être passé dans le chat. J'ai beaucoup apprécié, je crois, le live du jour. Je sais pas dire pourquoi précisément. Je sais pas si c'est juste le mood d'aujourd'hui ou si c'est vraiment question d'écriture de style d'Andersen, de ce que racontent les histoires, etc. Mais j'ai l'impression d'avoir presque eu la session de lecture de contes d'Andersen la plus agréable aujourd'hui, presque. J'ai l'impression que c'est les contes que j'ai préférés depuis le début. Mais je saurais pas trop décrire pourquoi. Euh, Décidément, il aime beaucoup les oiseaux, Andersen. Est-ce qu'il serait... je n'ai pas le mot. Je n'ai plus le mot. Comment on dit déjà? Euh, Amoureux des oiseaux. Ornithophile, bah en fait tout simple, tout simple. J'avais ça en tête et je me suis dit non, ça doit pas être ça. Donc oui. Est-ce qu'il était ornithophile, Andersen, peut-être? On sait qu'il porte beaucoup d'attention à la nature depuis le début des contes. Il y a eu énormément de citations, enfin de descriptions de la nature, de forêts, etc. Et on rappelle qu'il vient du Danemark aussi, donc c'est une nature avec laquelle on est peut-être un peu moins familier, nous, ici en France. Euh, Est-ce qu'il y a beaucoup d'oiseaux au Danemark? Je ne sais pas trop. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il en parle beaucoup. Les cygnes sauvages, le rossignol, le vilain petit canard. Ça commence à faire une sacrée paire. Et puis la nature, il a été jusqu'à l'englober encore plus largement dans le dernier conte d'aujourd'hui, le sapin. Parce que déjà, il a donné une voix à un sapin, un végétal, ce qui est quand même, je trouve, assez innovant. On n'entend pas beaucoup ça dans les œuvres. Personnellement, je sais même pas si j'ai déjà entendu ça dans une œuvre, à vrai dire. Euh, Mais ouais, donner une voix à un végétal, intéressant. Oh si, j'ai déjà dû entendre ça. C'est vrai que les fleurs dans Alice au pays des merveilles, par exemple. Donc oui, ça existe, mais je veux dire, c'est quand même assez rare. C'est quand même assez rare que le conte soit tout entier avec pour héros le sapin. Je trouve ça assez marquant et ouais, je pense que c'est un fait assez rare quand même. Euh, et c'était vachement intéressant de se mettre du point de vue d'un être vivant dans lequel on met pas souvent oula, j'essaie de faire une phrase trop compliquée. Euh, on se met pas souvent dans les bottes d'un sapin, si je peux dire. Donc ouais, non, assez intéressant ce point de vue-là, j'ai beaucoup aimé. Là, pour le coup, il y a clairement une morale qui est plus explicite, mais qui est vachement intéressante aussi, je trouve, et vachement bien mise en valeur. Ce truc de vouloir à tout prix grandir de la part du sapin au début. Euh, je me suis dit du coup que ça serait peut-être un texte sur le fait de ne pas vouloir vieillir trop vite. Euh, Au final, il y a peut-être un peu de ça, mais il y a surtout de se rappeler que, enfin, de profiter du moment présent en fait. Profiter du moment présent, voir le bonheur à portée de main en quelque sorte et le bonheur dans lequel on nage déjà. J'irai pas jusqu'à dire que le message c'est tout ira de pire en pire, parce que je pense pas que ce soit le but non plus. Je pense que c'est plutôt le mécanisme mis en place pour appuyer le message
de manière plus flagrante et dire: «Bah, oui, en fait, à toutes les étapes de sa vie, même en étant de pire en pire, il avait des raisons de se réjouir, des raisons d'être heureux et cetera et il aurait dû en prendre conscience quelque part». Donc oui, j'aime assez bien, la morale de cette histoire. D'ailleurs, il a été d'autant plus loin dans la personnification, d'éléments naturels, qu'il fait aussi parler les rayons du soleil et le vent. Donc ça va quand même assez loin. J'aime assez bien au final. Je vous avoue que quand j'ai vu un conte qui se titrait «Le sapin», j'avais vachement peur que ça soit très ennuyeux et en fait, je trouve que c'était bien écrit, que c'était bien mené. J'ai l'impression qu'on est sur des structures, de contes très, très classiques, très, très, vues et revues, mais en même temps bien faites. Et puis, en même temps, est-ce que Andersen, Grimm, Perrault ne sont pas ceux peut-être qui ont, donné les lettres de noblesse, pardon, au genre du conte et quelque part cristallisé un peu ce qu'est une structure de conte, quels sont, les, comment dire? Mince, je trouve plus le mot que j'avais en tête. Les structures narratives, quels sont les, outils, stylistiques et cetera. Presque des fables, non. Alors oui, clairement, je trouve que fable, conte, il y a des choses qui se recoupent. D'ailleurs, on peut aussi, en remontant un peu plus loin dans le temps, parler des laits, donc L-A-I, L-A-I-S en l'occurrence, les laits fantastiques, du Moyen Âge, qui pareil, partagent beaucoup de codes en fait avec les contes. Par exemple, il me semble qu'il y a un peu cette règle des 3 dont on parle souvent, que, les événements arrivent à chaque fois 3 fois, ou bien même, que parfois, il y ait 3 personnages et ainsi de suite, enfin bref. Le 3 est très symbolique. Ou par exemple, dans les laits médiévaux, il y avait un truc dont j'ai déjà parlé en live plusieurs fois, mais l'apparition d'animaux à la fourrure blanche pour signifier qu'on entre dans un monde magique, parce que c'était vu un peu comme l'étrangeté, c'était vu comme le guide. C'est ce qui a donné par exemple le lapin blanc dans Alice au pays des merveilles plus tard, qui pour le coup est un conte. Mais voilà, c'est ces codes qui se recoupent et se retrouvent dans une espèce de filiation entre fables, contes, les féeriques et ainsi de suite. Je trouve ça vachement sympa et en fait, même si c'est un peu téléphoné dans le sens où on connaît les fonctionnements, et ben quand c'est bien fait, quand c'est bien rédigé, je trouve que ça fonctionne toujours. Je trouve que ça marche toujours. Justement, il y a un peu cette espèce de connivence, je trouve, entre l'écrivain, l'auteur, le conteur et son spectateur, son auditeur, son lecteur. Il y a un peu cette connivence aussi, je trouve, qui est bien agréable bah, c'est un jeu commun, quoi. C'est un jeu commun. Dans le style, ça se retrouve beaucoup, ce genre de jeu, où, où l'auteur va faire des tournures de phrases un peu ludiques. Comment expliquer ça? Par exemple, faire des effets d'annonce. Faire des effets d'annonce, faire des questions rhétoriques un peu aussi, en disant mais que va-t-il advenir? Et la phrase d'après, il advint que nanana. Enfin bref. On a remarqué aussi dans les trois contes du jour, par exemple, que l'introduction, elle est toujours un petit peu, ouais, ludique, j'ai envie de dire. Elle essaie d'amuser le lecteur, elle essaie d'happer le lecteur avec une tournure de phrase un petit peu drôle, alambiquée, etc. Euh, et aussi, oui, relevant de la connivence avec le conteur, un peu presque en mode, eh viens, je vais te raconter ça. Euh, ouais, non, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Le sapin, du coup, ça m'a étonné. J'appréhendais un peu et ça m'a étonné agréablement. Le vilain petit canard, je pense,
Il y a peut-être un monde où je l'avais déjà lu, mais je suis pas certain, je pense. Ouais, non, en vrai, je pense même pas que je l'avais déjà lu. Mais en tout cas, je connaissais l'histoire et je me rappelais plus que c'était une oie, un cygne, pardon. Mais je pense que si j'avais réfléchi 3 secondes, j'aurais retrouvé. Et je trouve que bah, ça marche très bien. Je comprends pourquoi, je comprends pourquoi il a marqué un peu la culture populaire. En vrai, il marche très très bien. Et pareil, j'aime assez bien quelque part l'espèce de morale. Il y a plus de morale, je trouve, explicite dans les contes d'aujourd'hui quand même. Dans les contes qu'on a lus aujourd'hui. Donc ouais, j'aime bien cette espèce de morale quelque part de... il est vu comme laid et rejeté par tout et tout le monde, jusqu'à quelque part trouver sa place, voir sa propre beauté et la comparer finalement aux beautés des signes environnants. Euh, Quelque part, ouais, il y a un peu quelque chose de cet ordre-là, de... il a vu son reflet, il a vu sa beauté. Il a vu sa beauté et c'est voir sa beauté qui lui a permis aussi de dépasser et de vivre dans le beau autour de lui. Donc ça, j'aime assez bien le fait que quelque part, il ait trouvé la beauté en lui. C'est un beau message. Hum, et sinon, le dernier, c'était donc le Rossignol. Le Rossignol, pareil, assez sympathique. J'ai plutôt bien aimé, je pense. On pourrait presque faire des débats sur l'intelligence artificielle à partir du Rossignol. Mais même de manière beaucoup plus générale de la technologie. Avec cet automate qui tombe en panne et qui n'est pas là sur le lit de mort de l'empereur, alors que le Rossignol, lui, il est là, et il fait ça de bon cœur, et il fait ça euh, pour bah, presque pour la joie d'apporter de la joie. Et ouais, ouais, il y a aussi un joli message. C'est vrai que je trouve les messages beaucoup plus explicites, beaucoup plus clairs dans les contes qu'on a lus aujourd'hui par rapport aux précédents. Et du coup, je trouve qu'ils sont un peu plus classiques dans leur formule que ceux qu'on a déjà lus dans Andersen jusqu'à présent. Mais ils sont très efficaces, ils fonctionnent très très bien, ils sont très agréables à lire. Personnellement, j'ai bien kiffé aujourd'hui. Le prochain conte que nous lirons n'est pas des moindres. Peut-être était-il beaucoup moins connu, bah même certainement était-il beaucoup moins connu il y a de cela quelques temps, puisque la prochaine fois que nous lirons des contes d'Andersen, nous nous pencherons sur la Reine des Neiges. Ça prendra un live tout entier parce qu'il est assez long. Euh, Tout simplement parce que on nous dit dans une petite parenthèse, la Reine des Neiges compte en 7 histoires. Donc on aura 7 histoires pour le prix d'une lors de la prochaine lecture de contes. Mais ça, ce sera pour la prochaine lecture de contes, puisque comme je le disais, j'entrecoupe cette lecture des contes avec d'autres lectures, et donc nous nous retrouverons pour une série, je pense, de quelques... grand maximum une petite dizaine de lectures, je pense, euh, dès la semaine prochaine. Alors attendez, je suis en train de récupérer le bouquin. Avec Érec et Énide, adaptation, traduction d'André Marie, du texte de Chrétien de Troyes. Donc, la légende, les légendes arthuriennes, la table ronde, la chevalerie, tout ça, tout ça. Euh, A priori, j'ai l'impression qu'il fait grosso modo 150 pages. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et encore, au début, il y a une petite intro et tout ça, bref. Donc disons grosso modo 150 pages, ça sera à peu près ça. Ce qui fait que logiquement, bon après il a un format un peu plus grand que ce que je lis d'habitude, souvent je vous lis des formats de poche, là c'est pas un poche. Et la police d'écriture est assez petite. Mais bon, il y a pas mal d'espace sur les pages. Bref, je ne vais pas savoir estimer combien de temps je vais mettre à le lire en live, ça c'est toujours un peu compliqué à savoir avant de le faire.
Mais globalement, je pense qu'en une petite dizaine de lives, on aura largement fini cette lecture. Elle est pas si longue que ça. Si je fais à peu près comme d'habitude 30 pages, on- voire 20 pages, ça va dépendre, parce que j'essaie aussi de faire des lives de lecture plus courts ces temps-ci pour pouvoir les caler dans mon emploi du temps facilement et être sûr de ne pas en louper. Ouais, globalement, globalement, je pense qu'on le lira entre 8 et on va dire 30, 60, 90, 120, 150. Ouais, entre 5 et 8 lives. On aura entre 5 et 8 lives environ, je pense, sur cette œuvre. Voilà, c'est mon estimation, à la louche. Une fois qu'on aura terminé la lecture de Erec et Enid, on reviendra sur les contes d'Andersen avec La Reine des Neiges. Je pense qu'on refera encore quelques petits lives sur les contes avant de s'arrêter à nouveau. Peut-être de 2 à 4 lives, je dirais, selon le temps qu'on met aussi à lire. Là, on est à la page 143 sur les contes, sachant qu'il y en a quasiment 400. Donc oui, clairement, on va pas tout relire d'un coup, ça c'est sûr déjà. Une fois qu'on aura un peu relu de contes, je pense qu'on partira. Je pense que l'Odyssée d'Homère, je vais le garder pour plus tard dans l'année quand même. Faut voir, je m'avance pas trop parce qu'on verra aussi selon les envies du moment, la motivation, comment ça évolue dans l'année. Mais je pense que l'Odyssée, je vais peut-être me le réserver plus pour deuxième partie d'année, fin d'année. Et du coup, peut-être que une lecture à venir avant cela, ça sera soit La confusion des sentiments, soit La lettre d'une inconnue. C'est ça? Lettre d'une inconnue. Lettre d'une inconnue ou La confusion des sentiments de Stefan Zweig. Ça, pareil, ça sera au cours de l'année, ça sera plutôt court. Et je pense que je vous laisserai choisir. Est-ce qu'on lit La confusion des sentiments? Est-ce qu'on lit Lettre d'une inconnue? Si vous avez un avis sur la question, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur YouTube. Si vous connaissez déjà ces deux œuvres, que vous avez un avis, que vous préférez au contraire découvrir l'autre, bref, n'hésitez pas à laisser un commentaire là-dessus. J'ai aussi La ruelle au clair de lune dans Lettre d'une inconnue, éventuellement. Deux petits bouquins tout petits parmi lesquels je n'arrivais pas à choisir. Comme ils étaient tout petits et tout pas chers, j'ai décidé de prendre les deux. Euh, on fera une lecture en live. Si cette lecture nous plaît particulièrement, à moi et à vous, à ce moment-là, peut-être que je ferai l'autre œuvre également un peu plus tard. Voili, voilou. Maintenant, j'ai beaucoup trop parlé. Donc je vais mettre fin à ce live. Merci Notias et Nordom d'être passés sur le live, ça m'a fait plaisir de vous accueillir. Merci à tous ceux qui ont suivi ce live en rediffusion sur YouTube. N'hésitez pas à laisser un like ou un dislike sur votre appréciation de la vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner à la chaîne et tutti quanti, à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Discord, Twitter notamment, pour être prévenu des prochains lives. Et à la louche, la semaine prochaine, je peux vous dire qu'il n'y aura pas de live. Jeudi, vendredi, samedi, ça c'est sûr. Jeudi, vendredi, samedi, c'est certain qu'il n'y aura pas de live. Et lundi, mardi, mercredi, dimanche, c'est possible. Voilà. Pour le moment, je ne peux pas être plus précis. À nouveau, l'endroit où être le plus au courant, ça sera sur Discord. On est samedi? Ouais, on est samedi. Oh, je suis du père. Je suis du père. Je vous souhaite un bon samedi-dimanche à tous et à toutes, et je vous dis à tout vite pour de nouvelles lectures, de nouvelles aventures, et bye bye.